Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 30 janvier. Impossible de donner un bilan même provisoire du séisme en Inde. On évoque jusqu'à 100 000 morts. La mobilisation des fonctionnaires réclamant un surcroît de pouvoir d'achat, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de la plupart des grandes villes de France. Conseil de sécurité intérieure et débat polémique autour de l'augmentation de la délinquance. 1000 nouveaux gardiens de la paix vont être recrutés. Campagne électorale pour les élections municipales. Ce soir, enquête dans une ville tenue par le Front National, Orange. Jean-Pierre Aumont est décédé à l'âge de 90 ans. Du théâtre au cinéma, en Europe comme en Amérique, son charme et son talent lui ont permis d'avoir une très longue et très belle carrière. Compte tenu du nombre potentiel de victimes, de l'importance des dégâts matériels et des conséquences économiques et sociales prévisibles, le séisme qui a frappé l'État de Gujarat en Inde vendredi dernier semble être le plus grave depuis un siècle. Une estimation officielle indienne citait le chiffre de 100 000 morts comme possible. Dans la plupart des villes touchées par le tremblement de terre, il n'y a plus aucun espoir, même si des survivants ont été retrouvés encore aujourd'hui. Reportage de nos envoyés spéciaux, Joël Bruyandet et Pascal Caron. Un coup de sifflet qui vient des décombres, et c'est le silence. Dans ce qu'il reste de cet immeuble de 7 étages, les sauveteurs guettent le moindre bruit. Ils s'acharnent et ils ont raison. Depuis 3 jours qu'ils sont là, ils ont déjà sauvé 11 personnes. On vient juste de trouver un survivant. Il m'a dit qu'il y avait toujours 5 membres de sa famille à l'intérieur et qu'il les a entendus il y a quelques heures. Donc il y a de l'espoir. Les sauveteurs pensaient qu'il était encore à l'hôpital. Pourtant, celui qu'ils viennent de sauver a voulu revenir pour leur donner quelques indications qui pourront être précieuses. Toute ma famille était dans cette direction, explique-t-il. Depuis 2 heures, Viral découvre le chaos sous lequel il est resté enfoui pendant 5 jours. Sous le choc, il a encore du mal à comprendre ce qui lui arrive. Jamais je n'aurais pu imaginer un tel désastre, un tel cauchemar. Même juste après le tremblement de terre, je n'y croyais pas. Comment imaginer, lorsqu'on est seul sous les gravats, que la moitié de la ville a été réduite en poussière? Ce jeune homme de 25 ans était arrivé il y a quelques jours à Bhuj pour rendre visite à sa famille. Mais les sauveteurs viennent de découvrir un nouveau cadavre, probablement un de ses proches. Viral préfère quitter les lieux. Joël Bruyandet, vous êtes avec Pascal Caron, Francine Guégan et Françoise Granet, nos envoyés spéciaux sur place en ce moment même, sur les lieux. Tout d'abord, une première question. Le bilan semble impossible. Écoutez, oui Claude, c'est vrai. Ce matin, le ministre de la Défense indien a annoncé sur les ondes de nos confrères de la BBC le chiffre de 100 000 morts probables. Et dans l'après-midi, pour nourrir un petit peu la polémique sur le nombre des victimes, le ministre de l'Intérieur, à son tour, a donné le chiffre qui était celui finalement qui était hier, hein, le chiffre d'hier, qui était le chiffre de 15 à 20 000 morts, qui semble-t-il est plus proche de la réalité. Pour autant, est-ce qu'il y a des scènes de violence, de panique, de colère, de pillage ? Plusieurs personnes nous ont effectivement raconté ces scènes de pillage, des pillages qui iraient même jusqu'à des pillages de cadavres qui n'ont pas encore été récupérés par leur famille ou qui sont encore prisonniers des décombres. Avez-vous le sentiment, Joël, que les autorités indiennes, les autorités fédérales indiennes ont effectivement enclenché un processus d'aide très important ou est-ce que ça tarde à venir ? Eh bien écoutez Claude, il semble que tout soit parti un petit peu mal au départ puisque, je vous le rappelle, le séisme a eu lieu le jour de la commémoration de la naissance de la République indienne, le jour de son 51e anniversaire, et ce jour-là, toutes les administrations étaient fermées. Ce qui fait que le processus d'aide, les moyens logistiques ont eu une journée de retard et il semble bien aujourd'hui que l'on paye un petit peu ce retard. Merci Joël. Merci à vous. Voilà un témoignage recueilli au milieu de cet après-midi. Il y a près de 5 heures de décalage, en effet, décalage horaire avec l'État de Gujarat. Et puis je vous signale cet appel aux dons lancé par la Croix-Rouge internationale qui vient de mettre en place un pont aérien humanitaire. Croix-Rouge Séisme 1, boîte postale 100 75 008 Paris.
À l'appel des fédérations autonomes et des syndicats de fonctionnaires, des dizaines de milliers de personnes à Paris, mais également dans la plupart des grandes villes de France, se sont rassemblées cet après-midi pour manifester leur volonté d'obtenir une augmentation de leur pouvoir d'achat. La mobilisation a pour but de faire pression sur le gouvernement qui propose le maintien du pouvoir d'achat et une hausse pour les plus bas salaires. Commentaire de Nathalie Moisan avec toutes les équipes de France 2 en région. J'ai toute ma raison, je veux une augmentation. Ils ont changé les paroles, pas les banderoles. Certains ont manifesté avec les salariés du privé jeudi dernier. Aujourd'hui, les fonctionnaires remettent ça pour les salaires. Agacés d'être traités de privilégiés, Kader, employé de mairie, veut plus que ses 8 000 francs nets actuels. On nous a endormis, c'est vrai qu'on nous a endormis, mais maintenant c'est pas parce qu'il va y avoir des élections et tout qu'on commence à réagir. Nous allons réagir. Dans le cortège, au-delà des salaires, chacun y va de sa propre revendication. Les infirmières anesthésistes veulent voir leur diplôme reconnu, les policiers réclament des effectifs et les enseignants une meilleure considération. Si on n'utilise pas les fruits de cette croissance pour offrir des conditions de travail motivantes, des salaires corrects, on aura du mal à recruter des fonctionnaires dans les années à venir, alors qu'il y a la moitié d'entre eux qui vont partir à la retraite. 7005, c'est pas mal, hein, et 12 ans de boîte, c'est bien. À Bordeaux, une forte mobilisation et derrière une même banderole, les 7 syndicats de fonctionnaires réunis pour la première fois depuis mars 97. Allez, allez! Même si on dit qu'on est des privilégiés, il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord énormément de précaires dans la fonction publique. Il y en a plus de 2000 à la ville de Marseille. Marseille, comme la semaine dernière, s'est bien mobilisée. Là comme ailleurs, les retraites et le temps de travail étaient au cœur des revendications. 35 heures, on n'y est pas. Pas de création d'emplois prévue dans le cadre des 35 heures. Et en plus de ça, on veut toucher à nos acquis. Donc basta, il faut arrêter. À Lille, Strasbourg, Rennes, Lyon, d'autres rassemblements, plus de 100 000 personnes partout en France, qui espèrent toutes obtenir plus que les 0,5% d'augmentation offerts par Michel Sapin pour l'année 2000. Le ministre se disait prêt cet après-midi à faire un effort, mais seulement sur les bas salaires. Nathalie Moisan vient de l'évoquer, comme un peu partout en France, à Lyon, des milliers de personnes ont défilé. Parmi elles, un cadre de l'équipement, délégué syndical CGC. Non seulement il revendique un meilleur salaire, mais aussi un peu plus de considération. Vous voyez le reportage de Virginie Fichet et Jean-Claude Martin. En tête de cortège, Bernard savoure l'instant. Un mouvement unitaire comme celui-ci dans la fonction publique, il n'en a pas connu depuis 4 ans. Alors, aux côtés des postiers, enseignants, infirmières et de tant d'autres, il se laisse emporter par cette union qui fait la force de la rue. Jeudi pour les retraites, mardi pour les salaires, elles montent la colère. Tous unis dans la colère, Bernard, lui, est délégué de la Confédération Générale des Cadres. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu pour défendre sa seule catégorie. C'est le sort de tous les fonctionnaires qui le préoccupe. Dans les catégories C, les catégories D de la fonction publique, les salaires arrivent à être, il faut le savoir en net, même inférieurs au SMIC dans la fonction publique. Et pour les agents qui ont un petit salaire, ils n'arrivent plus à se loger dans les grandes villes. Donc ça dissuade beaucoup de jeunes fonctionnaires de débuter des carrières dans les grandes villes. Sa dernière augmentation digne de ce nom, Bernard peine à s'en souvenir. Quant à l'indexation sur le coût de la vie, elle lui apparaît toujours sous-évaluée. Après 35 ans de service dans l'équipement, ce technicien supérieur pense bien à sa retraite prochaine, mais veut avant tout en finir avec l'image des fonctionnaires nantis. Dans la fonction publique, on a pour dire l'idée que les gens ne travaillent que 37 ans et demi et qu'à ce moment-là, ils vont avoir 75% de leur dernier traitement. Il faut savoir que le traitement d'un fonctionnaire, pour beaucoup, et pour les cadres notamment, est constitué pour une bonne part de primes honoraires qui ne contribuent pas, pour lesquelles on ne cotise pas pour la retraite. Reçu à la préfecture, les syndicats espéraient au moins l'annonce d'une reprise du dialogue. Comme les autres, Bernard est ressorti amer, mais prêt plus que jamais à redescendre dans la rue. Alors sur le fond, d'un côté le ministre, M. Sapin, qui parle d'une revalorisation globale des salaires sur 3 ans, de l'autre les syndicats qui estiment qu'une augmentation de 1,6% est nécessaire pour préserver le pouvoir d'achat, et le tout avec un débat récurrent concernant les avantages des fonctionnaires sur les salariés du privé. Explication Peggy Leroy. Michel Sapin est dans l'embarras, car de négociation en négociation, les syndicats de fonctionnaires campent sur leur position. Ils estiment leur rémunération trop basse. Des salaires situés en dessous de 11 730 francs pour 50% des fonctionnaires. Or, il faut savoir que dans le privé, ce sont 70% des salariés qui gagnent moins que cette somme.
Mais si les fonctionnaires sont en moyenne mieux payés, c'est aussi parce qu'ils sont plus qualifiés. La qualification moyenne des agents du public, les enseignants par exemple, ont fait effectivement des études de moyenne longues et donc il est absolument normal que le salaire moyen de cette population en moyenne plus qualifiée soit supérieur au salaire dans l'ensemble du secteur privé. Ce qui explique la forte proportion de salariés non qualifiés au SMIC dans le privé et non pas dans le public. En revanche, le public laisse peu d'espérance dans l'évolution des salaires. Les rémunérations des fonctionnaires progressent 2 fois moins vite que dans le privé. Par exemple, un professeur des écoles gagne 8 081 francs net en début de carrière, 18 202 francs à la fin de sa vie professionnelle. Bien sûr, les fonctionnaires partent en moyenne plus tôt à la retraite, 58 ans contre 61 ans dans le privé. Mais le calcul de leur pension leur est défavorable, il ne tient pas compte des primes, ces fameuses primes qui représentent en moyenne 20% de la rémunération des fonctionnaires. Le gouvernement avait prévu d'attribuer 4 licences de téléphonie mobile multimédia et de consacrer les sommes ainsi recueillies, soit près de 20 milliards d'euros, au fonds de réserve pour les retraites. Mais les candidats à ces licences estiment maintenant que le prix est beaucoup trop élevé et donc il n'y a plus que 2 candidats en piste. Commentaire Cyril Deveau et Éric Delagneau. Le dossier de candidature de SFR Vivendi Universal est arrivé ce matin par camion spécial. Un document d'1 tonne. 3200 pages réparties dans 8 grandes armoires solidement scellées. À l'intérieur, tous les détails sur votre futur téléphone portable. D'ici quelques années, il permettra de lire la vidéo, de recevoir Internet et d'organiser des visioconférences. Convaincu par ce projet, SFR accepte de faire à l'État un chèque de 32,5 milliards de francs. Il faut une licence UMTS. Donc nous, en pesant bien notre décision, nous avons décidé d'y aller malgré ce prix très élevé. Demain matin, Itinéris France Télécom déposera aussi son dossier. Mais surprise, le 3e opérateur français, Bouygues, déclare forfait. Trop cher. Car en plus des 32,5 milliards pour la licence, chaque opérateur devra débourser plus de 30 milliards de francs pour construire son réseau, c'est-à-dire pour implanter 15 000 antennes dans toute la France. 2 candidats seulement pour 4 places proposées, très mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Avec l'UMTS, il se voyait déjà encaisser 130 milliards de recettes et les avait déjà affectés à son fonds de garantie sur les retraites. Finalement, il faudra se contenter de la moitié. Ce n'est pas exactement ce que nous attendions, mais il va falloir faire avec et nous allons réfléchir à la situation qui sera créée par le fait qu'il n'y a que 2 candidats aux licences. 2 candidats seulement, c'est le plus mauvais score d'Europe. Sans toucher au prix, le gouvernement pourrait donc faire un effort en allongeant la durée des licences, actuellement fixée à 15 ans. Réunion ce matin du Conseil de sécurité intérieure. Le recrutement immédiat de 1000 gardiens de la paix supplémentaires a été annoncé, ainsi qu'un projet de loi pour lutter contre les nouvelles formes de délinquance. Reportage Audrey Goutard et Patrick Desmully. Les chiffres de la délinquance sont mauvais, c'est aujourd'hui un secret de polichinelle. Aussi, 3 jours avant de les annoncer officiellement, le gouvernement allume un contre-feu. Réunis autour de Lionel Jospin, les ministres font corps. Ils présentent leur nouveau plan contre l'insécurité. 1000 policiers supplémentaires, en plus des 3000 gardiens de la paix déjà prévus. 5000 adjoints de sécurité viennent aussi renforcer les effectifs. Bientôt, pour posséder une arme à feu, y compris un fusil de chasse, il faudra demander l'autorisation à la préfecture. Les préfets pourront également refuser l'ouverture d'une armurerie, par exemple en zone sensible. Avec cette mesure, le magasin d'armes de la cité des Tarterets, à l'origine d'une violente polémique, n'aurait certainement pas vu le jour. Lutter contre les bandes et prévenir les trafics dans les cités. Le gouvernement propose de renforcer le pouvoir des gardiens de la paix. Certains accéderont même au statut d'officier de police judiciaire. Ils pourront ainsi mener des enquêtes approfondies. Dans un autre domaine, celui de la délinquance financière, opération coup de poing sur les escroqueries aux cartes bancaires. Le ministre des Finances, Laurent Fabius, le promet. Très vite, des mesures préventives et répressives verront le jour. Au total, pas de décision spectaculaire, mais la volonté de montrer que malgré les mauvais chiffres, le gouvernement ne se laisse pas déborder. Mais ce Conseil de sécurité intérieure a précédé une séance agitée à l'Assemblée nationale où l'opposition a vivement critiqué le gouvernement sur son action dans ce domaine de la sécurité. C'est Lionel Jospin lui-même qui a défendu sa politique. Reportage Alix Bouilleguet et Jean-François Chevet. La sécurité à l'Assemblée nationale, on connaît. Depuis une semaine, on ne parle que de ça. Et cet après-midi, les députés sont entrés dans le vif du sujet. L'annonce par le gouvernement de la création de 1000 postes de gardiens de la paix n'a pas suffi pour calmer le débat. Rajouter des flics sur le terrain,
Si les flics passent leur temps à ramasser des canettes de bière sur la tête dans certains quartiers, à se faire insulter, à se faire cracher dessus sans pouvoir réagir, est-ce que vous croyez vraiment que c'est ce qui va redonner confiance aux citoyens? Dans l'hémicycle, Lionel Jospin s'explique. Oui, depuis 3 ans et demi, le gouvernement a fait son devoir. Oui, il a toujours eu une politique claire. Non, il n'entend pas confier la police aux maires, comme le souhaitent certains membres de l'opposition. Cela poserait en outre de très graves difficultés puisque la police agit sous l'autorité de la justice. Alors faudrait-il aussi municipaliser la justice, chérifiser la police? Ce n'est pas la tradition républicaine de l'État en France. Sur les bancs, les députés s'agitent. Dans les couloirs, on crie à la caricature. Nous voulons que les maires ne soient pas écartés de l'organisation de la sécurité. Nous ne demandons pas qu'ils commandent la police et qu'ils soient des shérifs. Nous voulons qu'ils participent à son organisation. Quant à la gauche, elle estime n'avoir à recevoir de leçons de personne. Il n'y a pas de sécurité de gauche ou de droite, il y a des gens qui agissent et d'autres qui font de la surenchère ou de la démagogie. Décidément, les députés sont pressés. Les chiffres de la délinquance ne seront connus que vendredi. Pourtant, le débat est déjà musclé, malgré le calme apparent dans les couloirs de l'Assemblée. À Versailles, procède devant la 6e chambre du tribunal correctionnel d'un médecin et de 3 policiers pour le décès d'un jeune lycéen au commissariat de Mantes-la-Jolie il y a presque 10 ans, en mai 91. Il est reproché des négligences aux médecins et des violences aux policiers. Compte rendu d'audience, Yasmina Farber et Guillaume Michel. 10 ans après les faits, les souvenirs des 3 policiers sur l'arrestation d'Aïssa Hic ne sont plus très précis. Seule certitude, nous ne l'avons pas frappé. Des propos contredits à la barre par des témoins plutôt inattendus, 3 CRS. Je peux juste vous poser une question sur vos déclarations, non? Cette nuit d'émeute du 25 mai 91 à Mantes-la-Jolie, ils sont là en renfort et procèdent eux-mêmes à l'interpellation du jeune homme en fuite. Aïssa est à terre. Selon les CRS, les fonctionnaires de la police urbaine ont frappé sans raison. Rien à dire pour l'instant, madame. C'est un peu la guerre des polices? Absolument pas. Non. Nous, on rétablit notre vérité. Et c'est quoi votre vérité? C'est qu'on n'a rien fait. Parole de policiers contre parole de CRS, le procureur trouve déplorable de voir des menteurs parmi ses fonctionnaires. Il y en a 3 d'un côté et 3 de l'autre. On sait qu'il y a 3 menteurs. Il y a 3 menteurs. Elle cherche la vérité. La mère d'Aïssa veut comprendre pourquoi son fils, un garçon fragile de 45 kilos, a été maltraité à ce point. Ils se sont acharnés sur un jeune qui avait envoyé un caillou ou pas. C'est pas le problème. Est-ce que pour un caillou, on va massacrer quelqu'un? Donc il s'acharnait sur lui avec des coups de pied, avec des coups de manche de pioche à la tête, etc. Aïssa Hic avait prévenu les policiers qu'il était asthmatique. Il avait d'ailleurs sur lui son médicament, de la ventoline. Mais pour le docteur Perrol, le 4e prévenu, Aïssa se sentait bien quand il l'a examiné. Le médecin légiste avait prolongé la garde à vue du jeune homme. Il est poursuivi pour homicide involontaire. L'audience est ouverte. À Paris, la 5e journée du procès pour abus de biens sociaux à l'encontre d'Elf a permis à Roland Dumas de s'expliquer longuement sur les commissions qui auraient été versées pour faire pression sur lui via Christine Devier-Joncourt. Compte rendu Dominique Verdeillan et Jean-Yves Blanc. Christian Guénaud était chef d'état-major des armées de François Mitterrand. Presque au bord des larmes, il parle de Roland Dumas comme d'un homme de conviction et de sincérité. Jean-Pierre François est un ami d'enfance de Roland Dumas, une amitié vieille de 62 ans. Lui parle d'un homme intègre, fidèle. Le procureur, lui, voit se dessiner un autre portrait du prévenu Dumas, celui d'un homme occupé mais pas très curieux. Alors qu'on évoque en 92 les commissions, l'appartement, Roland Dumas se souvient, lui, de l'affaire Abache et du traité de Maastricht. Vous imaginez que pendant ce temps, je me préoccupais de savoir si Christine Devier-Joncourt avait trouvé un appartement, s'enflamme l'ancien ministre. Le mètre carré, le luxe ne l'a pas non plus interloqué. Je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, dit-il. Pour moi, c'était un appartement de fonction. Mais vous ne posiez aucune question à Christine Devier-Joncourt, interroge le procureur. J'avais d'autres responsabilités, rétorque Dumas. Je ne suis pas un professeur de morale. Est-ce que l'incuriosité est un délit dans ce pays? Moi, j'attends qu'on m'en apporte la démonstration. Je répète ce que je viens de dire. Le problème n'est pas de savoir si M. Dumas a été curieux ou n'a pas été curieux. Le problème est de savoir s'il a profité. Concernant les frégates Thompson de Taïwan, Roland Dumas reconnaît que Christine Devier-Joncourt est revenue plusieurs fois à la charge pour le faire changer d'avis, sans succès. Mais l'ancien ministre est également venu avec ses archives. Il remet une pièce inconnue du dossier, une fiche technique que lui a remise Christine Devier-Joncourt dans son bureau du Quai d'Orsay sur l'affaire des frégates. Mais perfide, Roland Dumas ajoute
Ce n'est pas elle qui l'a écrite, elle me l'a simplement transmise. Sur la plage de la Turballe en Loire-Atlantique, l'épave du caboteur Île du Ponant, échouée il y a une semaine, a été retournée. Mais les pompiers n'ont retrouvé aucun des corps des 4 marins portés disparus. Élection municipale, dans un sondage BVA à apparaître dans Paris Match, on relève que la gauche pourrait l'emporter au second tour dans 5 arrondissements parisiens, dont le 5e de Jean-Tibéry. Ce soir, avec Arnaud Boutet et Thierry Breton, nous vous proposons de prendre connaissance de la situation politique à Orange, dans le Vaucluse. Orange fut l'une des 4 villes remportées par le Front National en 1995. Voici le comte Rimbaud, chevalier provençal et tueur de sarrasins. Le maire Front National aime ce personnage, alors il a installé la statue à 2 pas de l'hôtel de ville. Le jour du marché, les candidats lui volent la vedette. À gauche, Claude Bérou. Sa liste espère s'imposer, mais sans les Verts qui refusent d'y participer. À droite, Alain Agostini, désigné lui aussi après une primaire difficile. Gauche et droite n'ont pu s'unir au premier tour, mais s'engagent à le faire au second. La liste qui arrive en tête après celle du maire sera celle de l'union de l'opposition? Absolument. Oui, oui. Et vous êtes d'accord là-dessus? Bien sûr. La priorité, c'est quoi alors aujourd'hui? C'est de battre le maire. Orange brille par son patrimoine historique, mais Jacques Bompard met en avant ses ronds-points, son jet d'eau. Pour rassembler et mieux défendre son bilan, il part au combat sans l'étiquette Front National. Un combat musclé avec l'opposition. Mais encore faut-il que je m'adresse à des gens responsables. Quand face à moi j'ai des gens irresponsables, effectivement, je ne peux plus les associer. Et quand l'invective est la règle chez eux, je sais me défendre. Marie-Claire Jomain a siégé 2 ans aux côtés de Jacques Bompard. Aujourd'hui, elle dénonce la peur qui paralyse certains élus et fonctionnaires. Je connais des fonctionnaires municipaux depuis des années qui m'ont dit on a des choses à dire. J'ai dit venez, dites-le-moi. Non, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'il ne faut surtout pas qu'on nous voit avec vous. Dans l'arrière-salle d'un restaurant, la liste dite citoyenne dénonce la gestion Bompard, la politique sociale et culturelle de la ville. Elle rassemble des déçus de tous les bords, mais également des élus de l'opposition municipale. Tous partagent la même crainte. On ne survit pas à une deuxième, on ne survivra pas à une deuxième défaite. Je veux dire par là qu'on a une mission aujourd'hui historique de battre Bompard parce qu'il y va de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. En 20 ans, Orange a changé 4 fois de couleur politique. L'opposition veut un 5e virage. Mais en présentant 3 listes différentes, elle brouille son message et l'objectif de cohésion qu'elle s'était fixé. José Bové a failli être expulsé du Brésil pour avoir participé à une opération de destruction des installations d'une usine de la multinationale Monsanto à Porto Alegre. Il a obtenu l'annulation en justice de cet ordre d'expulsion, puis, comme vous le voyez, une véritable ovation pour la clôture du Forum social mondial à Porto Alegre. Ouverture à Ouagadougou, au Burkina Faso, du centre hospitalier pédiatrique Charles de Gaulle. C'est un établissement symbolique dans ce pays où la mortalité infantile est parmi la plus élevée au monde. Reportage de nos correspondants Éric Monnier et Roger Motte. C'est, dit-on, le plus bel hôpital d'Afrique de l'Ouest, dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Bernadette Chirac était ce matin dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, pour son inauguration. L'équipement du tout nouvel hôpital pédiatrique Charles de Gaulle et ses 130 lits pourrait faire pâlir d'envie bien des villes de province en France. C'est la coopération française qui assure l'essentiel de son financement en partenariat avec le CHU de Rouen. Je trouve que la construction est magnifique. On a un bon rapport qualité-prix. D'accord, je crois. 30 millions de francs, dont 24,7 pour la coopération française. Un nouvel hôpital, le Burkina en a bien besoin. À quelques kilomètres de là, le CHU Yalgado Ouedraogo, jusqu'ici le seul hôpital civil de la capitale, offre un spectacle bien différent. Plus de 850 malades pour 720 lits, des couloirs transformés en salles d'attente ou même de soins. La demande dépasse nos capacités d'offre en matière de soins. C'est-à-dire qu'il faudrait plusieurs... Il fallait peut-être 2 ou 3 hôpitaux de ce genre pour répondre à la demande. En attendant, la nouvelle unité inaugurée ce matin devrait décongestionner le service pédiatrique. Mais tout ceci a un coût. Le budget annuel du nouvel hôpital est estimé à 6 millions de francs. 6 millions à la charge du contribuable burkinabé. La coopération française n'en financera pas le fonctionnement. Mais le chef de l'État se montre confiant. Nous allons avoir avec l'allègement de la dette des possibilités supplémentaires pour les secteurs sociaux, si bien qu'aujourd'hui je crois que nous sommes en mesure de soutenir ce financement. Il y a 4 ans, ici même, Jacques Chirac posait la première pierre.
En Afrique, elles ne sont pas toujours suivies d'autres pierres, remarquait ce matin un notable burkinabé. Pour la délégation française, cette inauguration était déjà, en cela, un motif de satisfaction. En Israël, une semaine avant la consultation électorale, les jeux semblent faits. Tous les sondages donnent une très large avance à Ariel Sharon, mais la campagne politique ne mobilise pas grand monde. Voyez la correspondance de Charles Anderlin et Alan Grégo. Même les clips télévisés les plus agressifs ne sortent pas la campagne électorale de sa torpeur. Ici, la droite attaque Barak. Ce candidat est pour le partage de Jérusalem. Celui-là est contre. Ce candidat est pour le retour des réfugiés palestiniens en Israël. Lui est contre. Quel dommage que ces deux candidats soient la même personne. La gauche n'est pas en reste. Elle prévoit l'apocalypse au Proche-Orient en cas d'élection de Sharon. Sharon décide la reconquête de Gaza et de Jéricho. La Jordanie et l'Égypte annulent leur traité de paix avec Israël. L'Europe et les États-Unis refusent d'intervenir. Des masques à gaz sont distribués à la population israélienne. Ces clips n'ont aucune influence sur l'opinion publique. Selon tous les sondages, Ariel Sharon conserve un écart de 16 à 20 points sur Ehud Barak. Il y a une probabilité très faible pour que cette situation change et tout indique que M. Sharon va gagner. Et à Jérusalem, au QG travailliste, on n'espère plus qu'un ultime sursaut des électeurs de gauche qui, déçus par Barak, envisagent l'abstention. Beaucoup de gens qui ne sont pas décidés aujourd'hui, et 90% sont des voteurs de Barak, et à le dernier moment, si on doit décider entre Barak et Sharon, ils vont voter Barak. La seule crainte de la droite est qu'endormie par les sondages favorables, son électorat n'aille pas voter. Sport, football, Coupe de la Ligue, 8e de finale cet après-midi à Valence, et c'était en direct sur France Télévisions. Les Valentinois n'ont pas réédité leur exploit précédent, ils avaient éliminé Monaco. Cette fois-ci, Nantes a été le plus fort, d'abord un but de Veirua, mais très difficilement, un partout après les prolongations sur ce but à la dernière minute des Valentinois. Et puis ce sont les tirs au but qui les ont départagés en faveur des Canaries, donc par un but de Darocha. Et puis dans quelques minutes, après cette édition raccourcie, en direct sur France 2 avec Christophe Josse et Sylvain Castendoche, Saint-Étienne-Auxerre en direct de Saint-Étienne. Enfin, la commission d'appel de la Ligue nationale de football a donné match perdu par pénalité à Strasbourg et à Metz. Ça concerne des incidents au cours desquels un arbitre avait été blessé lors de la 22e journée du championnat de France. Dans la course à la voile en solitaire du Vendée Globe, Michel Desjoyaux a repris la tête avec un peu moins de 50 000 d'avance sur Hélène MacArthur, le troisième étant Roland Jourdain. Les bateaux de tête sont quasiment sortis du poteau noir qui les privait de vent. Jean-Pierre Aumont avait 90 ans, il vient de décéder dans sa résidence de Saint-Tropez. Jean-Pierre Aumont semble avoir vécu de multiples vies de comédien, au théâtre, au cinéma, à Broadway comme à Paris. Il était en effet l'un des rares Français à avoir eu une carrière américaine. Françoise Roy évoque Jean-Pierre Aumont. C'était, comme on dit, un French lover. Il avait débuté avec le cinéma parlant et joué entre autres des chefs-d'œuvre de Carnet, Hôtel du Nord et Drôle de drame. Je vous aime. Vous m'avez déjà dit, Lily. Oh, le théâtre, le cinéma, l'opérette et la télévision, l'Europe et l'Amérique, Broadway, Hollywood, où il était le chouchou français, Jean-Pierre Aumont a réussi toutes ses vies. Plus de 100 rôles au cinéma, c'était une star. Être star, c'est un état d'âme, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on reçoit en naissant. Star, on peut l'être sur tous les plans. Il l'a été aussi pendant la guerre, en choisissant la France libre du général de Gaulle. Blessé, il sera décoré de la Croix de guerre. L'histoire d'un homme d'une 50aine d'années qui a un fils. Ce fils vient d'épouser une jeune Anglaise. Il l'a présenté à ses parents. À l'heure de la nouvelle vague, Aumont est au théâtre. La nouvelle vague reflue, il revient au cinéma. En 1991, il reçoit un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Depuis quelques jours, je me demandais pourquoi on avait choisi de me décerner cet honneur. Et puis je crois avoir trouvé la réponse. C'est pour me récompenser de ma longévité. Le long itinéraire de ce faux dilettante aura été l'un des plus riches qu'un acteur français ait connu. Le temps et l'âge n'ont pas eu de prise sur son charme, son élégance et son sourire irrésistible. Je vous rappelle deux informations avant de refermer ce journal. Tout d'abord, impossible de donner un bilan, même provisoire, du séisme en Inde. On a évoqué jusqu'à 100 000 morts, pour l'instant plutôt entre 15 et 20 000. Quelques survivants ont été retrouvés aujourd'hui, mais de moins en moins d'espoir. Il y a eu des scènes de pillage, de colère que nous a raconté notre envoyé spécial sur place, Joël Briandet.
Et puis la mobilisation des fonctionnaires réclamant un surcroît de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de la plupart des grandes villes de France. Du foot dans quelques instants avec la Coupe de la Ligue Saint-Étienne-Auxerre au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne. À la mi-temps, la météo grise paraît-il présentée par Patrice Drevet. À 1h du matin, le journal de la nuit avec Laurence Piquet. Et à 13h, vous retrouverez Gérard Rolls demain. À demain 20h. Bonsoir. Merci.